La lutte contre l'AIS est un combat essentiel dans lequel s'est engagé le gouvernement. L'an dernier, le ministère de la Jeunesse et des Sports a lancé un diagnostic sur la consommation d'AIS en Polynésie et puis les résultats sont inquiétants. Pour en parler, nous recevons ce matin le président du pays, Moetai Brederson, Pretiteni Yorana. Merci d'être avec nous ce matin. Alors, Monsieur le Président, avant d'aborder le sujet du diagnostic, la semaine dernière, le Conseil des ministres a fait le vœu que la lutte contre l'AIS soit érigée en urgence nationale au FENOA. Expliquez-nous un peu. Je pense qu'il est important de faire prendre conscience à l'ensemble des Polynésiens que ce fléau continue de s'étendre, il continue de détruire les familles, de déstructurer notre société et qu'il faut réellement en faire une urgence nationale. Voilà. Au minimum 250 millions de francs seront inscrits au prochain collectif budgétaire, de l'argent qui va servir notamment aux associations. Vous avez rencontré la Fédération citoyenne polynésienne de lutte contre les drogues et la toxicomanie. Quels sont leurs projets prioritaires ? Ils ont plusieurs projets. Vous savez, ces associations s'inscrivent principalement dans l'assistance aux familles et aux victimes elles-mêmes. Elles ont également un volet information, prévention. Donc pour nous, il s'agit de déterminer ensemble, avec cette fédération, avec les services du pays, de l'État également, la meilleure utilisation de ces sommes. Quand on parle d'AIS, il y a bien sûr, c'est une chaîne. Il faut faire de la communication, de la prévention, de l'information pour éviter que les gens tombent là-dedans. Ensuite, il y a ce que j'appellerais la prise en charge de premier niveau. Quand vous êtes addict, le premier pas, c'est d'admettre que vous êtes addict, c'est de poser votre sac quelque part et d'avoir quelqu'un en face avec qui vous pouvez parler, qui n'est pas là pour vous juger, qui est là pour vous écouter. Je pense que cet accueil de premier niveau, les associations sont tout à fait taillées pour le faire. Après, vous avez la prise en charge médicalisée. Quand vous êtes devenu un danger pour vous-même ou pour ceux qui vous entourent, à un moment donné, il faut envisager une prise en charge médicalisée. Elle existe partiellement aujourd'hui, elle est très incomplète, donc il va falloir venir la renforcer. Et puis, vous avez le sevrage qui intervient après, une fois qu'on vous a un peu remis d'aplomb. Il faut s'assurer que vous n'allez pas retomber dans cette... merde sans nom, excusez-moi du terme. Et ce sevrage, il peut être très long puisqu'il est très dur dans le cas de l'AIS. Donc ça aussi, c'est un domaine où on peut travailler, où on doit travailler avec les associations. On en a d'ailleurs une qui est venue proposer une espèce de camp de désintox en coopération avec Haururu. Donc une idée qu'on continue de creuser. Et puis enfin, vous avez tout ce qui concerne les compétences de l'État. Et là, nous attendons que l'État mette des moyens supplémentaires, au moins à hauteur de ce que le pays met. Alors justement, parmi les pistes qui pourront être utilisées, la mise en place peut-être d'un numéro vert, justement pour permettre à ces personnes addictes aujourd'hui d'avoir des personnes à l'écoute. Je crois qu'un numéro vert, c'est bien, mais derrière, rien ne remplace le contact physique. L'échange avec un autre être humain directement. Donc ce numéro vert, ça peut être vraiment le tout premier niveau et qu'ensuite on puisse prendre rendez-vous dans des lieux où on sait qu'on ne va pas être jugé, qu'on va être accueilli avec bienveillance. C'est important. Alors, vous venez de le dire, le pays demande à l'État de mettre également la main à la poche. Vous pensez que l'État n'en fait pas assez aujourd'hui pour lutter contre l'AIS ? L'État fait déjà beaucoup. L'État, c'est la compétence de la justice, la police, et donc ils font ce qu'ils peuvent. Il y a en Polynésie un office qui s'appelle l'OFAST, dont la mission est de lutter contre donc les addictions et les drogues. Cet OFAST a été très longtemps sous-doté. Aujourd'hui, normalement, les postes sont pourvus. Maintenant, il faut voir les moyens d'action sur le terrain. Et puis... encore une fois, et même si on n'est pas forcément d'accord sur ce sujet, je pense qu'il faut un alourdissement du système des peines. Ça passe par le quantum, ça passe par l'instauration de peines minimales qui soient supérieures à celles qui existent aujourd'hui. Il y a 2 articles dans le code pénal, c'est le 132-18 et le 222-37 de mémoire, qui définissent ces peines minimales. Il y a également le fait d'avoir un classement spécifique dans le code de la santé publique pour l'AIS. Tous ces éléments-là, à mon avis, doivent être travaillés parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas assez dissuasif. À combien d'années pensez-vous pour les peines, lorsqu'on parle de quantum des peines? Vous pensez à combien d'années? Aujourd'hui, pour un trafic en bande organisée, le quantum est déjà élevé, il est à 30 ans.
Maintenant, c'est l'application qui... Je crois que la plus lourde condamnation qui a été prononcée chez nous, c'est 15 ans. Alors 15 ans, avec les réductions de peine, si vous ne faites pas trop de bêtises en prison, finalement vous allez sortir au bout de 10 ans. Parce que le procureur général ainsi que le haut-commissaire se sont accordés à dire sur notre plateau que les peines appliquées en Polynésie restent quand même plus élevées qu'en métropole. Alors, certainement pour le cannabis, pour l'ice, je ne sais pas, puisque l'ice est très peu répandu en métropole, dans l'Hexagone. Mais pour moi, réellement, mon sujet principal, ma préoccupation en tant que président du pays, c'est avant tout l'ice. Alors justement, concrètement, Péretiteni, à travers ce diagnostic, qu'est-ce qu'il en ressort? Combien de consommateurs on en dénombre aujourd'hui en Polynésie? C'est difficile d'avoir un nombre exact, bien évidemment, s'agissant d'une activité interdite et clandestine. On estime tout de même qu'aujourd'hui, contrairement à il y a quelques années où on avait annoncé le chiffre de 10 000, je crois qu'aujourd'hui on peut raisonnablement multiplier par 3 ce chiffre. Et ce qui est surtout inquiétant, c'est l'abaissement de l'âge d'accès à cette drogue. Le plus jeune consommateur d'ice qu'on a identifié à ce jour a 8 ans. Je ne sais pas si on se rend compte. C'est horrible. Voilà. Alors justement, une drogue qui devient de plus en plus banale pour nos jeunes, c'est inquiétant. Que faire justement pour sauver cette jeunesse? Il faut faire tout ça, il faut faire mieux et plus de prévention. Il faut avoir ces centres d'accueil de premier niveau, il faut renforcer la prise en charge médicalisée, il faut des espaces pour pouvoir se désintoxiquer, se sevrer. Et puis il faut que le système répressif également joue son rôle. Voilà. Alors comment est-ce que vous allez pouvoir mettre en place ces structures? Quand est-ce que ce sera fait enfin? Mais écoutez, on va démarrer cette année. Il faut se demander quand même pourquoi pendant 10 ans rien n'a été fait au niveau du pays à ce niveau-là. Nous avons le 4 mars prochain, nous allons enfin réunir à nouveau, c'est pas faute de l'avoir demandé depuis mon arrivée, le Conseil de prévention de la délinquance. Ce sera l'occasion pour tous les partenaires qui sont partie prenante dans ce conseil de mettre un peu les choses sur la table et puis de discuter de comment on peut fonctionner plus efficacement. Alors justement, tout le monde s'accorde à dire qu'il faut renforcer les opérations de prévention. Comment est-ce que la collaboration entre le pays, l'État et la justice peut-elle fonctionner? Comment pouvez-vous travailler ensemble dans ce domaine? Alors je pense que si on prend l'Hexagone, l'ice est très peu répandu en Hexagone. Là-bas, ils ont le hashish, ils ont la cocaïne, l'héroïne. Et par contre, ils ont très très peu d'ice. Je pense qu'il faut, pour les juges qui arrivent chez nous, qu'il y ait une formation spécifique à l'ice en Polynésie, de voir comment ça détruit les personnes, les familles et les environnements sociaux. Je pense qu'il faut qu'ils aient une meilleure conscience de la différence également qui peut exister. Et là, je ne veux pas me faire que des amis également, mais c'est ma conviction et je la maintiens, la différence entre le cannabis et l'ice. Je ne suis pas un prosélyte du cannabis, loin s'en faut. Je n'en consomme pas, je ne consomme aucune drogue, mais ma priorité, ce n'est pas le cannabis, c'est l'ice. D'accord. Donc, selon vous, en Polynésie, il y aurait moins de personnes qui fument le cannabis Non, il y a certainement énormément de personnes qui fument du cannabis. Mais votre priorité, c'est l'ice. La drogue qui réellement provoque une déstructuration des cellules familiales, celle qui provoque une délinquance affolante, puisque les gens, pour se procurer leur dose, ça conduit à des filles qui se prostituent, ça conduit à des jeunes qui vont aller, on l'a vu dans votre sujet, des cambriolages à répétition, tout simplement pour pouvoir se payer sa dose. Cette augmentation de... Oui, ça c'est évidemment tragique, mais voilà, c'est une drogue absolument infâme. Selon vous, comment est-ce que vous comptez maintenir cette collaboration avec l'État et la justice sur le long terme? Je pense qu'elle est là, elle est essentielle. Il faut qu'il y ait cette articulation. Il faut qu'on ait également un meilleur échange des données. Vous le savez, dans les condamnations pour ICE, il y a une saisie des avoirs qui sont liés au trafic. Et on le sait tous aujourd'hui, certains de ces trafiquants ont utilisé l'argent qu'ils ont accumulé pour lancer des activités légales qui leur permettent de blanchir ces sommes.
Ça peut être des loueurs de voitures, ça peut être des entreprises, enfin, voilà, des choses comme ça. Il faut que la coopération entre l'État et le pays soit accentuée sur cet échange de données pour permettre d'identifier ces avoirs de manière plus précise pour pouvoir les saisir. Alors, dans le rapport du diagnostic réalisé l'an dernier, Prétiteni, les experts préconisent la création d'une cellule interministérielle pour piloter un plan d'action global contre l'AIS. Oui. Allez-vous le faire? Oui, et j'envisage très sérieusement la mise en place d'un délégué interministériel donc à la lutte contre les addictions et l'AIS. On est en train encore de définir le périmètre, mais c'est quelque chose qui est essentiel parce que ça concerne tous les ministères. Moi, en tant que ministre du Tourisme, vous savez, quand vous allez à Fidji, aujourd'hui, le problème d'AIS qu'on a chez nous, vous pouvez le multiplier par 5 à Fidji. Et ça commence à être préoccupant pour leur activité touristique. Ils ont de plus en plus de mal à trouver du personnel dans les hôtels. Enfin voilà, ça devient, c'est une gangrène. Il faut bien se dire les choses. Travailler également avec la commune pour les opérations de prévention, en mettant notamment en place peut-être des sentinelles. Il faut que tous les partenaires, toute la société, les églises également, on sait le poids, l'importance des églises chez nous. Il faut qu'elles soient intégrées dans ce mouvement de lutte contre l'AIS. Voilà, c'est vraiment l'affaire de tous. Si c'est le pays tout seul dans son coin ou l'État tout seul dans son coin, ça ne va pas marcher. Quelque chose de très très inquiétant, Prétiteni, qui ressort de ce diagnostic, les modes de vente également qui ont bien évolué, surtout aux abords des établissements scolaires. Ce sont des gens qui s'inspirent des techniques de marketing qui s'appliquent dans d'autres domaines. La vente à la bouffée. La bouffée gratuite pour vous mettre le pied à l'étrier et ensuite, une fois que vous êtes accro, bien voilà, c'est bon, vous êtes devenu un client. Tout ça, il faut qu'on lutte contre ça. Mais je pense qu'à un moment donné, il faut aussi lancer un appel à ceux qui aujourd'hui vendent cette drogue. Il faut qu'ils se rendent compte que ce n'est pas une drogue comme une autre et que c'est l'équivalent de pointer un pistolet sur la tempe de quelqu'un. Alors vous ne le tuez peut-être pas là même, mais vous allez le tuer lentement et sûrement. N'y a-t-il pas un travail à faire également sur la réinsertion des trafiquants pour éviter qu'ils replongent? De manière générale, tous les détenus doivent s'insérer et s'insèrent aujourd'hui dans un programme de réinsertion. Parce qu'à un moment ou à un autre, ils vont revenir dans la société une fois qu'ils auront purgé leur peine. Oui, il faut qu'il y ait des programmes qui soient adaptés. C'est déjà beaucoup le cas. Le SPIP notamment et certains services du pays et des associations œuvrent dans ce sens. Mais l'AIS, c'est vraiment une drogue particulière. Alors, les élus de la Commission de la Jeunesse et des Sports à l'Assemblée envisagent de mettre en place un plan anti-AIS 2030. Avez-vous des retours à ce sujet? Pour l'instant, non. On va attendre les résultats. Nous sommes très preneurs de toutes les réflexions. Il y en a eu au CESEC. Peut-être qu'il y en aura encore. Donc, toutes les réflexions qui peuvent venir alimenter le travail sont les bienvenues. On n'est pas dans une compétition à qui va faire la meilleure analyse. Ce qu'on veut, c'est faire un best-of. Alors, outre le sujet de la drogue, Monsieur le Président, un autre rendez-vous important pour les lycéens cette semaine, le Forum des métiers, les horizons du numérique à la présidence de jeudi à samedi. Alors, des représentants de Google seront également de la partie. Où est-ce qu'on en est concernant l'installation des 5 câbles? Alors, d'abord, on est passé de 5 à 8. Des 8 câbles. Voilà, 5 à 8. Et tout va très bien. Toutes les études sont terminées. Les sites d'atterrage, il y en aura 3. Au début, on en avait envisagé 2. Donc, il y en aura au final 3. Tout ça est, on va dire, bouclé. Je rencontre Cherchendou, qui est le représentant de Google avec lequel nous avons travaillé. Je le rencontre cette semaine. Et il sera également présent lors du Forum des horizons du numérique, auquel j'invite vraiment nos jeunes à venir. C'est de la troisième à la terminale. Seront présents les professionnels, tous les centres de formation, que ce soit formation initiale, formation continue, les services du pays seront présents également, tous ceux qui sont susceptibles de les prendre en stage. Enfin, ceux qui portent les dispositifs d'aide à ces études. La DG2E sera là pour présenter toutes les filières qui sont aujourd'hui,
classées prioritaires, puisque nous avons rajouté des filières dans les bourses prioritaires. Donc les jeunes, ça aussi, ça participe finalement quelque part de la lutte contre ces addictions. Il y a un facteur social dans le fait de tomber dans ces addictions. Alors ce n'est pas le seul. J'entends trop souvent dire qu'il faut lutter contre la pauvreté et l'ICE va disparaître. Non, parce qu'aujourd'hui vous avez des CSP++, vous avez des gens qui ont des emplois très très bien payés qui tombent dans l'ICE. Donc ce n'est pas le seul facteur, mais c'est un des facteurs qui peut, quand on est en situation de mal-être social, évidemment on cherche des paradis artificiels, des endroits où ça va aller mieux. Et en fait, c'est pas du tout ça. Merci beaucoup, Monsieur le Président, pour toutes ces précisions. Alors, on rappelle que la lutte contre l'AIS est un combat essentiel dans lequel s'est engagé le gouvernement de Moïta Ibro Derson. L'an dernier, le ministère de la Jeunesse et des Sports a lancé un diagnostic sur la consommation d'AIS en Polynésie. Les résultats sont très, très inquiétants. Un exemple, le plus jeune consommateur au Fénois a 8 ans à méditer. C'est la fin de ce rendez-vous.